un podcast Binge Audio. Dans notre histoire politique récente, nous avons vécu un vrai moment de bascule. En 2017, pour la première fois depuis le début de la Ve République, en 1958, aucun des deux grands partis qui se partageaient jusqu'ici le pouvoir n'était présent au second tour de l'élection présidentielle. Pas de membres du Parti socialiste et pas de membres non plus des Républicains, énième nom désignant la formation issue du gaullisme. Depuis cette élection, ni l'une ni l'autre de ces familles historiques n'est parvenue à remonter la pente. Elles ont même réussi à faire des scores encore pires aux présidentielles suivantes. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il fut un temps dans ce podcast, on s'était interrogé sur les figures responsables de la mort, ou en tout cas de la décrépitude, du socialisme. On avait appelé ça « Ils ont tué la gauche ». Il était plus que temps qu'on s'occupe de l'autre versant, de ceux qui, à leur manière, ont tué la droite. Et on va commencer par celui qui fut l'un des principaux responsables du désastre, Nicolas Sarkozy. Un récit signé David Carzon. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions ? Alors, oui. Non, je ne me calmerai pas. Pas du doigt. Je ne me calmerai pour être pas. président de la République, il faut être calme. Non. Vous êtes un petit calomniateur. C'est toi qui as dit ça ? Descends un peu le dire. Descends un peu. Quelle indignité. Comment raconter Nicolas Sarkozy ? Comment expliquer à quel point il a transformé la droite républicaine ? Peut-être en racontant une scène emblématique et peu connue de sa carrière politique. Nous sommes en mai 2007, juste après sa prise de fonction officielle à l'Élysée. Nicolas Sarkozy est le nouveau président de la République. Il en a toujours rêvé. Pas seulement en se rasant devant sa glace le matin, il en rêvait déjà alors qu'il n'avait pas encore de poils sur le menton. Lui, il y croit depuis toujours, et il sait qu'il a été le seul à y croire parfois. Il a beau avoir notamment gagné en saturant l'espace médiatique, Sarkozy n'a jamais aimé les journalistes, pas même ceux qui l'ont ménagé, et encore moins ceux qui n'allaient pas dans son sens. Depuis le début, c'est lui seul envers et contre tous. C'est lui qui a installé durablement le « vous êtes avec moi ou contre moi ». Pour lui, il n'y a pas d'alternative possible, et ce genre de postulat va légitimer la violence en politique au quotidien. En mai 2007, donc, Nicolas Sarkozy s'installe à l'Élysée et il a besoin de prendre une sorte de revanche. Il a besoin de montrer qu'il est le meilleur, qu'il est meilleur que toutes celles et ceux qui ont écrit sur lui depuis tant d'années. Alors il convie à l'Élysée tous ses suiveurs, comme on appelle ces journalistes, qui l'ont accompagné durant sa campagne présidentielle. C'est du off, rien ne doit sortir de cette rencontre, il veut les remercier à sa manière. Mais les remerciements, Nicolas Sarkozy va surtout se les faire à lui-même. Il réunit tous les journalistes autour de lui dans un des salons de l'Élysée et durant de longues minutes, il va leur expliquer à quel point ils ont été nuls de ne pas croire en lui, à quel point lui a été brillant dans cet océan de médiocrité. Lui a tout compris de la société, eux non. Les journalistes sont déconnectés du monde, ils ne savent pas ce que veulent les citoyens, les électeurs. Lui, il le sait, il le sent. Rétrospectivement, on peut dire que Nicolas Sarkozy avait raison, puisqu'il a été élu, mais seulement en partie. Et la partie sur laquelle il s'est trompé fait toute la différence aujourd'hui. Oui, Nicolas Sarkozy a su conquérir le pouvoir, parfois envers et contre tous. Mais ce qu'il ne savait pas à ce moment, c'est que ce pouvoir, il ne saurait pas l'exercer. Devenir président, ce n'est pas être président. Lui va rester coincé dans cette conquête du pouvoir, cette envie de surprendre en permanence, de dominer ses adversaires. Il n'aura pas été un président en exercice. À la place, il sera une sorte de candidat en campagne permanente. Un candidat prêt à tout pour garder le pouvoir, quitte à fracturer sa famille politique de manière durable. Et une fois qu'on a compris ça, on peut essayer de comprendre son parcours en se posant 3 questions. Premièrement, est-ce qu'il a changé la façon de faire de la politique ? Deuxièmement, est-ce qu'il est à l'origine de l'explosion de la droite ? Et troisièmement, c'est quoi l'héritage du sarkozysme ?
Commençons donc par le début et la manière dont Nicolas Sarkozy a changé la façon d'être en politique. Pour cela, il faut remonter aux origines. L'histoire est connue, mais toujours intéressante à rappeler pour bien comprendre ce personnage à la fois simple et complexe. Tout dans ses débuts exhale la volonté de surprendre, mais aussi la violence en politique. La volonté de surprendre, on la remarque dès ses premières apparitions publiques. Nous sommes dans les années 70 et on ne peut pas dire que les études passionnent Nicolas Sarkozy. Il a son bac au rattrapage, il hésite un temps entre les carrières de journaliste et d'avocat avant de choisir finalement la seconde. Il passe une maîtrise en droit privé, suit des études en sciences politiques, rentre à l'Institut d'études politiques, mais il en sortira non diplômé au début des années 80. Mais restons au milieu des années 70, car ce ne sont pas les études qui vont lui ouvrir les portes de la politique. Ces portes-là, il va les ouvrir tout seul, car le jeune homme n'est pas un héritier, et il appartient encore moins au sérail. Enfant de divorcés, enfant d'immigrés, il est un enfant de la République, ce qu'il mettra souvent en avant pour mieux l'oublier après. Alors pour répondre à son ambition naissante et son envie de destin, il se lance dans la politique, dans les mouvements de jeunesse à droite. Et très vite, on le remarque. Sa première apparition télé en 1975 est bien connue mais tellement symbolique du personnage. Il est alors responsable des jeunes UDR, c'est l'ancêtre du RPR, lui-même ancêtre de l'UMP, lui-même ancêtre des Républicains. Bref, c'est le parti gaulliste de l'époque qui a encore un lien spirituel et politique avec le général de Gaulle, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Comme responsable des jeunes de droite, Sarkozy veut montrer qu'on peut être jeune et de droite, dans une France post-68arde qui se dépoussière. Nicolas, tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR ? Oui, bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on m'a dit que je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain, parce que j'estimais que nous ayant donné le droit de vote, nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société où nous allons vivre. Le ton est là, la manière de marteler ses arguments et de proposer un discours inattendu aussi. C'est comme ça qu'il se fait repérer par Jacques Chirac en personne, qui lui offre peu après sa première tribune à Nice, où son discours sur la jeunesse se termine par une standing ovation. Chirac a toujours su sentir les choses. Avec Sarkozy, il voit l'opportunité de rallier des jeunes à sa cause à lui, devenir président de la République dans un avenir proche. Sarkozy pense miser sur le bon cheval, la suite va être un peu plus compliquée, mais formatrice. En attendant, le jeune militant opte déjà pour ce qui sera sa stratégie. La violence en politique, il vaut mieux l'exercer que la subir. Dans la manière dont il va conquérir la mairie de Neuilly, dont il est d'abord conseiller municipal, on retrouve déjà tout. L'opportunisme, la trahison, les coups bas et un certain sens de la stratégie. Cette fois, nous sommes en 1983. L'inamovible maire de Neuilly depuis plus de 35 ans, Achille Peretti, décède en cours de mandat. La place est promise à Charles Pasqua, un proche de Chirac qui lui en doit une. En effet, cet homme de réseau et de coups fourrés a favorisé la défaite de Valéry Giscard d'Estaing 2 ans plus tôt à l'élection présidentielle de 1981. Il avait fait partie de ceux qui ont mobilisé le camp gaulliste pour qu'il ne vote pas pour le candidat de la droite. Résultat, Mitterrand a été élu et Chirac débarrassé, pensait-il, de son dernier rival dans la course à l'Élysée. Charles Pasqua sera donc le prochain maire de Neuilly. Problème, il est à l'hôpital. Alors il missionne Nicolas Sarkozy, dont il est le mentor et dont il a même été le témoin lors de son premier mariage, pour faire campagne auprès des élus RPR. Son émissaire doit s'assurer qu'ils voteront bien pour lui le moment venu. Mais ce n'est pas ce que va faire Nicolas Sarkozy. Il va retourner les conseillers municipaux un par un et les convaincre de voter pour lui. Sarkozy expliquera plus tard que ce sont les conseillers qui l'ont convaincu de se présenter en lieu et place de Pasqua. Toujours est-il que le 29 avril 1983, Nicolas Sarkozy est élu maire de Neuilly et Charles Pasqua reste simple conseiller municipal. Jacques Chirac refuse de trancher entre les deux hommes. Il aurait dû comprendre à ce moment-là qu'un jour il serait le prochain sur la liste. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand, tellement grand. Car la trahison pour Sarkozy, ça devient une marque de fabrique. Pour lui, chaque place se conquiert, elle se gagne. Il ne s'agit pas de rassembler, mais de s'imposer, par tous les moyens. La conviction en est un, la trahison aussi. D'autant qu'en 1988, c'est au tour de Chirac de se prendre une tôle face à Mitterrand.
Alors Nicolas Sarkozy, qui avait organisé sa campagne, se dit qu'il est peut-être temps de changer de champion. Ça tombe bien, la France vit une nouvelle alternance en 1993 avec la seconde cohabitation. Chirac ne veut pas être Premier ministre à nouveau. Il veut se réserver pour l'élection présidentielle de 1995. C'est donc Édouard Balladur qui s'installe à Matignon. Et pour composer son équipe gouvernementale, il ne peut pas faire l'impasse sur Nicolas Sarkozy, le jeune qui monte, devenu incontournable. Il le nomme ministre du budget, à Bercy, là où le maire de Neuilly n'a aucune expérience, mais là où il va se faire un beau carnet d'adresses. Surtout, ministre du budget, c'est un poste central. C'est lui qui arbitre et qui en impose aux autres membres du gouvernement. Et ça lui plaît. À ce moment-là, la cote d'Édouard Balladur est au plus haut dans les sondages, celle de Chirac au plus bas. Aucune raison donc de ne pas trahir son ancien patron et de ne pas rallier ce Premier ministre promis à l'Élysée. Nicolas Sarkozy lâche Chirac comme bon nombre de membres du RPR. Pour eux, c'est dans la poche, d'autant que personne ne s'impose à gauche. Ma conviction, c'est qu'Édouard Balladur est toujours celui qui, dans la majorité, est le plus susceptible de rassembler le plus grand nombre de nos compatriotes. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. La candidature de Balladur ne repose que sur une pseudo-popularité, une bulle médiatique, et quand celle-ci explose, tout s'écroule. Les fondamentaux sont du côté de Chirac, qui en profite pour se construire une nouvelle image. C'est lui qui emporte l'élection présidentielle, ouvrant ainsi une période de traversée du désert pour Nicolas Sarkozy, à qui Chirac vouera longtemps une haine tenace, au point de sortir des petites phrases assassines du genre « Sarkozy, il faut marcher dessus, et du pied gauche, ça porte bonheur ». Longtemps, il va connaître la disgrâce et les huées à chaque meeting. Ça ne va faire qu'empirer. 4 ans plus tard, aux élections européennes de 1999, alors qu'il dirige la campagne pour le parti, les gaullistes n'arrivent qu'en 3e position derrière Philippe de Villiers. C'est une énorme claque et un nouveau revers pour Sarkozy. C'est lui la cause de tous les maux à droite. Pendant toute cette période, il ne va pas jouer la carte de la repentance, bien au contraire. Il va assumer. Il va assumer avoir trahi Chirac, il va assumer ses prises de position radicales, il va assumer avoir échoué à redresser un parti en manque de repères. Au fur et à mesure, il va se donner une constance là où on ne voyait que de l'opportunisme et de l'agitation. Il va apprendre à se lâcher, à être lui-même, à parler comme il est dans la vraie vie. Il assume être le méchant. Ce qu'il veut, c'est montrer que les autres sont des faibles comparés à lui. Il va ainsi se construire un personnage taillé pour la course à la présidentielle. Et l'étape suivante, ça va être de redevenir incontournable au sein de l'exécutif de la droite. C'est chose faite avec la réélection de Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002. Sarkozy visait Matignon, il aura le ministère de l'Intérieur. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Car finalement, ce n'est pas une si mauvaise chose pour lui de ne pas devenir Premier ministre. Historiquement, c'est la voie de garage des ambitions supérieures. Et le Premier ministre a souvent la laisse présidentielle autour du cou. À l'intérieur, lui est libre. Libre de faire ce qu'il veut. Et il ne va pas se gêner pour tout mettre au service de son objectif, la conquête de l'Élysée. Il va commencer par réinventer le rôle de ministre de l'Intérieur pour en faire un super flic qui se déplace à la moindre occasion, au moindre fait divers avec les télévisions, les radios et les chaînes d'infos en continu sur les talons. La transformation de l'info en un flux continu d'ailleurs va aider à le rendre omniprésent et va changer de façon durable la manière de faire de la politique où le temps long disparaît pour faire face à l'urgence permanente. C'est le fameux « un fait divers égale une loi ». Et c'est là que va s'accentuer l'usage des petites phrases. Un coup, il veut passer une cité au Karcher. Un autre, il veut la débarrasser de la racaille. Ces phrases, il les dit parce qu'il les pense, mais aussi parce qu'il sait que tous les autres vont devoir se positionner par rapport à elles. Résultat, on ne parle que de lui et c'est ça qui compte. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Ce qui va devenir le sarkozysme n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Sarkozy est de droite dans son approche sociétale et économique, mais sa pensée est surtout faite d'opportunisme, de sondages, de coups médiatiques, de slogans comme le « travailler plus pour gagner plus » de la campagne de 2007. Il va là où ça lui semble bon dans la conquête du pouvoir. Il s'agit moins d'avoir des convictions politiques que d'avoir une longueur d'avance sur les autres, y compris au sein de son propre parti. Et c'est ainsi qu'on va voir débarquer en politique bon nombre de profils de conseillers qui auraient pu travailler pour la droite comme pour la gauche, le seul critère important pour choisir son camp étant la probabilité d'accéder au pouvoir.
Le positionnement de Sarkozy est donc plus stratégique qu'idéologique. Il assume publiquement être de droite, voire tellement à droite qu'il marche parfois sur les plates-bandes du Front National, tout en s'opposant frontalement à lui et en dénonçant ses dérives antidémocratiques. Comme tout le monde, il a vu Le Pen au second tour de 2002 et son objectif, c'est de siphonner les voix de l'extrême droite. Son idée, c'est pas besoin de voter Le Pen puisque vous m'avez moi. Clairement, il fait reculer le FN, mais au prix d'une haine qui l'attise encore plus, même si cette opposition frontale nous a valu quelques savoureux moments de télévision. Monsieur Sarkozy a dit, si je ne réussis pas, eh bien je m'en irai. Eh bien je crois que vous allez être obligé de partir. Vous voyez, c'est une nouvelle différence entre vous et moi. Vous échouez depuis 40 ans et ça fait 40 ans que vous restez. Pas. Il aime aussi brouiller les pistes en faisant la promotion de propositions qui heurtent son propre camp, comme la discrimination positive ou la réforme de la double peine. Problème, on ne sait pas s'il le fait par conviction ou juste pour déconcerter ses adversaires. En tout cas, c'est une pratique qu'il poursuivra, on le verra plus tard, et qui aura des conséquences lourdes sur la vie politique française. Nicolas Sarkozy va aussi transformer le rapport aux médias, et il l'a fait très tôt dans sa carrière. C'est d'ailleurs un événement imprévu qui va lui donner une stature médiatique différente. En 1993, lors de la prise d'otage d'une maternelle à Neuilly, il apparaît en héros, risquant sa vie pour négocier celle des enfants retenus, avec une sincérité qu'on ne peut pas remettre en cause, mais aussi un sens de la mise en scène dont il va user une décennie plus tard pour chacune de ses sorties. On peut être amis, bon sang. On peut avoir confiance l'un en l'autre. Pourquoi non ? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi ? J'essaie de vous sortir de la panade, j'essaie de trouver le pognon, j'essaie de trouver la voiture, je vais porter le message au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire en plus ? C'est bien parce que je suis votre ami que je fais ça. Sinon, je ne le fais pas. Ou alors, donnez-moi le petit noir, donnez-moi le petit noir. Depuis ses débuts, il a compris l'importance d'être présent dans les médias. Il a aussi vu, avec Balladur, que ça pouvait facilement se retourner contre vous. Alors il faut maîtriser au maximum. Seul moyen, saturer l'espace médiatique. Alors c'est lui qui dicte l'agenda, les sujets dont on parle. Il veut donner l'impression que les autres passent leur temps à le suivre. Impossible de construire à long terme dans ces conditions. Tout le monde se retrouve à être dans la réaction permanente. Le piège se referme. Sarkozy ne va pas non plus hésiter à mettre en avant son couple. On a beaucoup parlé de l'exemple des Kennedy à son sujet, dans la manière dont il se met en scène avec ses enfants et sa femme d'alors, Cécilia. Une comparaison flatteuse, parce qu'on ne peut pas certifier que le Français soit influencé par le glamour de la politique américaine. Lui, c'est plutôt un enfant de la télé, le genre à prendre son pied en étant invité par Jacques Martin à l'École des fans, la grande émission populaire des années 80. Jacques Martin qui fut le témoin de son premier mariage et l'ex-mari de sa deuxième femme, Cécilia. Dans les faits, il va passer le second quinquennat de Jacques Chirac à préparer le sien. On a l'impression que ça a duré beaucoup plus longtemps, mais son premier passage au ministère de l'Intérieur ne dure que 2 ans. Après un bref passage au ministère de l'Économie, il quitte le gouvernement pour prendre la présidence de l'UMP, le parti qui a remplacé le RPR, qui a réussi à rassembler pas mal de courants de la droite. C'est le dernier outil dont Sarkozy a besoin pour préparer l'élection de 2007. Car mettre la main sur le parti, c'est mettre la main sur une machine de guerre pour organiser sa campagne électorale. Ainsi, il fait aussi la démonstration qu'il n'a aucun rival. Il devient tellement incontournable que Chirac le reprend au ministère de l'Intérieur pour la fin de son mandat. De là, il peut torpiller en toute tranquillité la crédibilité de son Premier ministre et rival potentiel, Dominique de Villepin, qui se casse les dents avec son idée de CPE, un contrat précaire pour les jeunes. Personne, je dis bien personne, ne sortira gagnant de l'absence de discussion et de l'absence de compromis. Savoir imaginer un compromis, c'est être courageux et c'est être utile à la France. C'est ce que l'UMP demande et c'est ce que l'UMP attend. Une fois parvenu au pouvoir en battant Ségolène Royal au second tour des présidentielles, Nicolas Sarkozy ne va faire qu'amplifier tout ce qu'il a fait jusqu'à présent pour conquérir le pouvoir, en oubliant de passer du statut de candidat à la présidentielle à celui de président de la République. Résultat, il va nommer un Premier ministre falot aux ordres, François Fillon, qu'il va humilier en permanence pendant 5 ans en voulant s'occuper de tout, de la politique intérieure comme de la politique extérieure. On en reparlera plus en détail dans un prochain épisode. Sarkozy continue de dérouter en pratiquant ce qu'il appelle l'ouverture, avec la nomination dans le gouvernement ou à des postes clés de personnalités marquées à gauche, comme Bernard Kouchner ou Fadela Amara. Encore une fois, il s'agit plus de diviser chez les adversaires que de rassembler au-delà de son propre camp.
Parfois même, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit de l'expression d'une violence perverse, comme lorsqu'il fait s'humilier en public Éric Besson, transfuge du Parti socialiste, dans un dernier meeting de campagne, avant de le nommer ministre de l'immigration et de l'identité nationale en 2009. Il va aussi poursuivre une dérive droitière, mais on y reviendra un peu plus tard, car il y a un point que nous n'avons pas encore évoqué sur la manière dont il a changé la politique. C'est l'absence de retenue dans l'exercice des plus hautes fonctions. Ça commence le soir même de sa victoire. On l'attend place de la Concorde, il préfère aller au Fouquet's avec des proches. On annonce qu'il va faire une retraite dans un monastère pour se retrouver après la campagne. Il finit sur un yacht prêté par Vincent Bolloré. On le pousse à prendre de la hauteur, il continue de jouer les chamboule-tout et ça finit par une scène surréaliste au Salon de l'Agriculture. Ah non, pourquoi pas? Alors, il salit. Casse-toi là, Surtout, sa présidence va accentuer certains travers, comme cette obsession qu'il a de son image, qui va le pousser à mettre en place une machinerie de sondage autour de lui, ce dont on reparlera au moment d'évoquer ses ennuis judiciaires. C'est l'obsession de son image qui le pousse aussi à mettre en scène le nouveau couple qu'il forme avec Carla Bruni après que Cécilia l'a quitté pour un autre. Ça donnera des images soi-disant volées à Disneyland Paris ou cette fameuse conférence de presse où il répond aux questions des journalistes sur ce nouvel amour avec un air faussement désintéressé. Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin. Glauque. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Cette union avec l'ancien top modèle, elle va contribuer à renforcer l'aspect bling-bling du président. L'autre travers qui va s'accentuer, c'est cette droitisation qui n'est plus seulement de la stratégie politique. On a évoqué sa tendance à vouloir prendre de vitesse le FN sur certains sujets quand il était ministre ou candidat. Cette dérive droitière, elle a fini par s'enraciner à l'Élysée. La faute à la place accordée à un personnage dont l'empreinte continue de marquer le paysage politique aujourd'hui, Patrick Buisson, ancien militant dans sa jeunesse au sein de l'Action française, ancien rédacteur en chef du journal d'extrême droite Minute et amoureux de la France, comme le décrivent celles et ceux qui le fréquentent. Amoureux d'une certaine France, faudrait-il préciser. Ce conseiller de plus en plus puissant va pousser Sarkozy très loin sur les questions identitaires. On le voit très bien dans la manière dont est conduite la campagne électorale de 2012. Sarkozy n'a même plus un semblant de programme. Tant qu'il avait la main, il tenait la droite sur un spectre assez large, allant du centre aux franges de l'extrême droite. Mais il ne l'a plus, la main. Alors il fait campagne sur la peur et fonce à droite toute. Ça va rater pour le président non réélu, mais ça va marcher pour la droite, qui va se retrouver désinhibée sur toutes ces questions, pour aboutir à un Éric Ciotti, patron des Républicains, qui propose une alliance électorale au Rassemblement national. Ça aussi, on en reparlera dans un prochain épisode. Mais ce glissement, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a rendu possible. Ainsi, on a la réponse à notre deuxième question en même temps qu'à la première. C'est 2 fois oui. Oui, il a changé la façon de faire de la politique, et oui, on lui doit l'explosion de la droite. Ça fait déjà pas mal comme héritage à porter, mais voyons voir ce qu'il va laisser comme trace dans l'histoire. Si on veut être juste, il faut scruter son quinquennat pour savoir ce qui pourrait être mis à son crédit. Et pour ça, il faut sortir de la politique intérieure. Car c'est sur le plan international, là où personne ne l'attendait, qu'on a pu voir un président à l'œuvre. Il faut dire que sur son chemin, il a trouvé une des crises économiques les plus importantes de notre histoire récente, et qu'il a su organiser un plan de sauvetage des banques pour éviter la faillite. Il n'empêchera pas les conséquences néfastes sur l'économie française, mais il évitera le pire. On peut noter son intervention volontariste pour mettre fin en quelques jours à la guerre qui avait débuté entre la Russie et la Géorgie. Intervention qui a débouché sur un cessez-le-feu célébré comme une victoire. Bien qu'au final, la Russie a peut-être obtenu exactement ce qu'elle voulait puisqu'elle a bien cessé les combats, mais n'a pas retiré toutes ses troupes de certaines régions géorgiennes. Bon, aujourd'hui, l'ancien président se vante d'avoir fait fléchir Poutine, ce que n'a pas réussi à faire Macron dans la guerre avec l'Ukraine. Mais tout ça ne pèse pas très lourd face à l'avalanche de procédures judiciaires qui s'abattent sur Nicolas Sarkozy et qui vont constituer son principal héritage. Parce que sur le plan politique, après l'échec à la présidentielle de 2012, il se ramasse à la primaire de la droite de 2016 en ne parvenant même pas à atteindre le second tour, battu par François Fillon, son ancien Premier ministre, et par Alain Juppé. À partir de ce moment-là, la politique pour lui, c'est terminé, sauf pour aller jouer les conseillers occultes, notamment auprès d'Emmanuel Macron. Sinon, il aime bien se faire payer pour donner des conférences ou prendre des places de choix dans des conseils d'administration, comme ceux d'Accor, des Casinos Barrières ou de Lagardère.
Il aime aussi écrire des livres qui, il est vrai, se vendent très bien et lui laissent penser qu'il a encore une voix qui compte. Parfois, ça lui donne la fausse impression qu'un retour en politique serait possible. Pour le reste, c'est surtout une question de tribunaux et d'avocats. S'il y avait un record dans le Guinness Book du président français de la Ve République le plus poursuivi et condamné, Nicolas Sarkozy serait difficilement détrônable. Là, il y a besoin de faire une petite liste pour les évoquer, tous ces dossiers. On commence avec l'affaire des sondages de l'Élysée. Vous savez, c'est cette manie qu'il avait de commander des études d'opinion à tout bout de champ. Sur lui, sur ses adversaires, sur ses propositions qu'il balançait sans avoir prévenu personne et avant de savoir s'il irait au bout. Si Nicolas Sarkozy n'a pas été inquiété, c'est parce qu'il a bénéficié de l'immunité présidentielle. En revanche, son entourage proche, Claude Guéant, Patrick Buisson ou Emmanuel Mignon, ont été condamnés en première instance. Claude Guéant attend toujours la décision de la Cour d'appel à ce sujet. On continue avec l'affaire Kadhafi, dévoilée et portée par Mediapart envers et contre tout. Une affaire dont Nicolas Sarkozy a dit que personne n'y comprenait rien. Mediapart en a d'ailleurs fait un documentaire pour expliquer que c'était pas si incompréhensible que ça. Si on devait la résumer le plus simplement possible, on dirait que le candidat Sarkozy est accusé d'avoir touché des sommes en liquide de la part du président libyen pour financer sa campagne de 2007, en échange de contreparties diplomatiques, économiques et juridiques, et notamment la promesse d'aider au retour de la Libye sur la scène internationale après des années d'embargo liés aux attentats commis par le régime. 34 ans que le colonel Kadhafi n'avait pas été accueilli en visite officielle en France. Comme pour tout chef d'État, la garde républicaine accueille Mouammar Kadhafi au palais de l'Élysée. L'ancienne bête noire des Occidentaux, commanditaire d'actes terroristes, a désormais droit aux honneurs de la République. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith. Et j'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Dans ce dossier, le parquet a requis 7 ans de prison et le jugement est attendu prochainement. Quoi d'autre encore ? Ah oui, l'affaire Big Malion, du nom de l'agence de communication chargée d'organiser les meetings durant la campagne de 2012. Comme le président candidat est en retard dans les sondages à quelques semaines du scrutin, il multiplie les meetings pour tenter de rattraper François Hollande. Mais cette frénésie a un coût. Et très vite, les comptes de campagne explosent le plafond auquel les partis politiques sont tenus. Alors, on va tenter de masquer tout ça derrière un système de fausses factures. Mais ce n'est pas facile de cacher 17 millions d'euros de dépassement de campagne. Et tout finit par exploser au travers d'un gigantesque règlement de compte à droite. Au final, 14 personnes sont renvoyées devant la justice pour financement illégal de campagne électorale. Parmi elles, Nicolas Sarkozy, qui a toujours dit qu'il n'était pas au courant, mais qui a écopé d'1 an de prison ferme, une peine aménagée à domicile, grâce au port d'un bracelet électronique. On a terminé ? Ah non, il y a aussi l'affaire Bismuth. Bismuth, c'est le nom d'emprunt choisi par Nicolas Sarkozy pour communiquer avec son avocat. Et s'il a pris ce pseudo, c'est pour pouvoir discuter tranquillement de la manière dont l'un et l'autre voulaient obtenir des informations sur une affaire en cours, l'affaire Bettencourt, pour laquelle Sarkozy ne sera finalement pas poursuivi. Mais ça l'inquiétait. Alors pour ne rien rater, lui et son avocat étaient prêts à tout, même à promouvoir un magistrat afin d'obtenir des infos en contrepartie. Pour la justice, ça s'appelle de la corruption active et du trafic d'influence. Et pour ça, il est condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Et pour ça aussi, il deviendra le second chef d'État français à perdre sa Légion d'honneur. Le premier, c'était le maréchal Pétain. Quelle indignité! Et maintenant, comment terminer cette sorte de biographie ? Peut-être avec une citation de l'intéressé qui montre comment les politiques s'amusent désormais à dénoncer des situations qu'ils ont provoquées. Dans une interview à TV Magazine, il y a bientôt 10 ans, l'ancien président dénonce ces programmes télé où la parole politique compte moins que la recherche permanente de polémiques et d'incidents. Ce serait presque drôle si c'était pas devenu une sorte de norme. Toi Sarko, je suis bien dans tes bras. À vous, toi Sarko, je suis bien dans tes bras. Répétez. Merci à David Carzon qui a signé le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Mathieu Thévenon. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.